Voilà, on va reprendre, cette séance et donc j'ai le plaisir, d'accueillir maintenant, François Pétrasollet des Archives des Vosges, qui va nous présenter donc la réflexion qu'ils ont conduit vraiment dès le début de cette pandémie. Puisque je vous rappelle, hein, les Vosges, mais ça François va nous en parler un peu plus précisément, a été une des grandes régions touchées très violemment par l'épidémie, suite à une réunion dont, je pense tu vas dire 2 mots. Voilà, donc normalement, vous avez déjà le partage, de l'écran et nous commençons tout de suite. François, si tu veux venir. Merci beaucoup. Merci. Voilà. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, je crois que vous êtes là. Je ne me vois pas, mais on va faire comme si. Voilà. En tout cas, déjà, un grand merci aux étudiants, pas d'étudiantes, aux étudiants présents. Et puis, un grand merci à Yves Rosenol pour son invitation. Et puis, encore un plus grand merci à Juliette qui a accepté de bien vouloir scinder son intervention en deux tronçons qui s'annoncent tout aussi passionnants les uns que les autres. Voilà, moi je suis tenu par des horaires. Je suis parti d'Épinal ce matin tôt et pour avoir le plaisir d'être avec vous en présentiel et de pouvoir répondre avec vous à vos questions en direct. Alors surtout, n'hésitez pas à me poser des questions. Bien, voilà, alors j'espère que je parle assez fort, que vous me voyez suffisamment bien, que derrière moi vous voyez l'écran et si vous le voulez bien, on va commencer. Voilà. Alors, donc comme l'a dit Yves en introduction, moi je ne suis pas du tout, dans, le milieu médical, quoique familialement j'y suis complètement. Mais, voilà, je suis archiviste, et j'interviens ici pour vous présenter, le hashtag mémoire de confinement ou plus précisément, l'origine vosgienne du hashtag mémoire de confinement puisque, c'est une idée, vosgienne et pas tout à fait que vosgienne, je vais l'expliquer, qui s'est diffusée un petit peu partout par la grâce des réseaux sociaux dans les tout premiers jours du confinement. Et le fond de mon intervention sera sur la spécificité rurale du confinement, hein, c'est-à-dire que bon, les Vosges, c'est un territoire rural et je pense que s'il y a quelque chose à en retenir, c'est le reflet du confinement dans une zone rurale que finalement on a peut-être moins vu dans les actualités et dans l'opinion publique. Voilà. Euh, et nous allons donc commencer. Alors, je vais commencer en me présentant puisque voilà cette intervention. Alors quand j'interviens devant des collègues ou des professionnels du patrimoine, je ne fais pas cette introduction, voilà, mais je la fais ici parce que nous sommes dans l'interdisciplinarité, donc il faut que vous sachiez d'où je viens, ce que je suis, ce dont je parle et d'où je parle. Voilà, la communication sera plus facile. Donc je vais prendre quelques minutes pour me présenter et présenter un petit peu mon métier et mon milieu socio-professionnel. Voilà, moi je suis conservateur général du patrimoine, directeur des archives départementales des Vosges depuis 2013. Alors, plutôt que de faire un curriculum vitae, je vous ai mis un petit ramassis de photos qui me résument. Voilà, d'abord vous avez la cathédrale de Strasbourg, voilà, parce que j'y suis né et parce que j'y ai fait ma thèse sur l'urbanisme à Strasbourg au XVIe siècle. Alors, c'est pour ça que vous voyez plein de petits réseaux de rues autour de la cathédrale. Voilà. Donc, moi, ma spécialité à l'origine, puisque je suis historien de formation, ma spécialité, c'est étudier comment, à l'aube des temps modernes, eh bien, les traditions mentales se sont traduites dans l'urbanisme et comment on est passé d'une mentalité, entre guillemets, avec d'énormes guillemets, médiévale de l'urbanisme à une vision plus moderne via la Renaissance et la découverte de modèles italiens. Alors, italiens si on veut, surtout allemands en fait, hein, à Strasbourg. Alors, Strasbourg ayant une position intéressante de ce point de vue-là, puisque vraiment à la frontière entre les mondes germaniques et francophones, même si à l'époque, Strasbourg est une ville du Saint-Empire romain germanique. Voilà. Donc, un petit peu un sujet à la frontière. Moi, j'aime bien les frontières. C'est ce qui m'a attiré un petit peu
dans tout. Voilà, moi j'aime bien les frontières. J'y suis né et puis j'aime bien voir aussi de l'autre côté de la frontière. C'est ce qui vous explique la deuxième photographie, celle-ci, donc qui vous montre une autre ville. Ce n'est pas Strasbourg, ce n'est pas en France, c'est en Allemagne, c'est la ville d'Augsbourg, puisque j'ai fait dans ma thèse la comparaison entre l'urbanisme à Strasbourg et l'urbanisme à Augsbourg au XVIe siècle. Alors Augsbourg, c'est à côté de Munich, et puis donc ça vous dit aussi que je suis germanophone et germanophile. Voilà. En tant qu'Alsacien, ça étonnera pas trop, mais voilà, c'est comme ça. Et donc moi, ce que j'ai voulu, au lieu de faire mon service militaire, c'est, de faire une étude comparative entre l'urbanisme à Strasbourg et celui à Augsbourg au XVIe siècle, et ce qui m'a permis, de faire avancer un petit peu, à ma modeste, enfin, faire avancer une modeste contribution à l'historiographie strasbourgeoise, en disant que, eh bien, les découvertes urbanistiques qu'ont pensées strasbourgeoises ne le sont pas du tout. Les Allemands avaient eu les mêmes idées 30 ans plus tôt. Et au contraire, Strasbourg avait pas mal de retard vis-à-vis de Augsbourg, qui était, elle, beaucoup plus en relation avec les principales villes italiennes. Voilà, même si ce retard mérite évidemment d'être relativisé, etc. Il n'y a pas vraiment de retard en histoire, il n'y a que des évolutions différentes. Voilà. Donc voilà, voilà, moi j'ai essayé de développer un peu cette vision franco-germanique de l'urbanisme. Et d'ailleurs, alors Yves a introduit mon intervention par le biais d'un volatile. Voilà, ceux qui ont suivi la séance précédente comprendront de quoi je parle. Et puis moi, voilà, j'avais une autre transition qui est que quand on étudie l'urbanisme à la Renaissance, et on étudie le contexte sanitaire. Et c'est vrai que je n'y avais pas pensé avant ce matin. Oui, dans ma thèse, j'ai étudié comment on luttait contre les épidémies avec des mesures urbanistiques, et notamment à la Renaissance. Et ça se voit à Strasbourg, notamment par la régulation du débit des eaux. Alors les eaux qui sont très hautes en ce moment, voilà, mais ça c'est autre chose. Et voilà, parce que évidemment les épidémies étaient associées à la puanteur. Et la puanteur était véhiculée par l'eau, non pas par elle-même, mais c'est parce qu'on déversait dans l'eau tous les immondices. Voilà. Et donc les autorités, dans ma thèse, j'ai étudié en long, en large, en travers comment les autorités ont essayé de trouver des méthodes urbanistiques, et j'utilise ce mot, pour réguler le cours des eaux, éviter les pestes, hein, on appelait ça aussi comme ça à l'époque estivale, hein, puisqu'en période de basse eau, eh bien, on continue à travailler, on continue à déverser des peaux d'animaux, des immondices, etc., dans la rivière, et manque de bol, ces immondices ne partent pas, elles restent sur place, et ça procure beaucoup de désagréments qui sont associés évidemment aux maladies en ces premiers temps de la Renaissance. Voilà. On passe à la photo suivante. Alors, pendant que je faisais ma thèse à Strasbourg et Augsbourg, j'étais évidemment à l'école des Chartes, et puis ensuite, mais je détaillerai mon cursus universitaire un petit peu plus tard, et puis ensuite j'ai commencé à travailler vraiment, voilà, il était temps, et j'ai été envoyé ici, pendant 2 ans seulement, aux archives départementales de Meurthe-et-Moselle à Nancy. Voilà. Alors pourquoi Nancy? À l'époque, parce que c'était pas très loin de Strasbourg, parce qu'il y avait des fonds d'archives extrêmement intéressants, et parce qu'on y parlait un peu, il y avait quelques archives en allemand, et ça m'intéressait beaucoup. Voilà, donc j'ai fait mes premières armes en tant qu'archiviste, en tant qu'adjoint au chef de service, dans ce très, très, très beau dépôt d'archives qui aujourd'hui fait complètement peau neuve. Et puis très rapidement, j'ai demandé un poste de direction, et je suis arrivé ici, à Chaumont. Alors, dans un autre service d'archives beaucoup plus petit, dans lequel j'étais responsable, chef de service, directeur, si on veut, donc voilà, un peu plus de coups des franches. Et voilà, j'ai pu mener un petit peu mes idées, ma propre politique, et j'y suis resté 12 ans, c'est vous dire que j'y ai pris du plaisir. Et puis, ça m'a permis aussi de participer à la construction d'un nouveau bâtiment, puisque vous voyez ici, c'est flambant neuf. Voilà, un nouveau bâtiment, et là, c'est un petit peu mon amour pour l'architecture qui a pu se développer grâce au dialogue avec un très bon architecte, avec des bureaux d'études, et avec une collectivité aussi qui était tout à fait volontaire pour faire un beau bâtiment d'archives qui, entre parenthèses, a été un des tout premiers en France à se passer totalement de climatisation, ce qui, en temps d'économie d'énergie et de respect de l'environnement, était quelque chose de très sympa. Voilà, et ça, donc j'en suis parti en 2013 pour mon poste actuel ici, aux archives départementales des Vosges à Épinal, qui ne sont pas très éloignées.
Et voilà, maintenant, je fais exactement ce que je faisais en Haute-Marne, mais avec une équipe plus importante et avec voilà, des moyens qui sont différents et dans un département un petit peu différent, mais qui a tendance à se rapprocher de la frontière. Voilà. Donc, c'est un petit peu mon parcours. Je suis attiré par la frontière. Voilà. Alors, je vais vous parler maintenant un petit peu, j'ai beaucoup mentionné les archives, archives départementales, nationales, etc. Je vais vous expliquer un petit peu rapidement, et j'espère de manière claire, et si vous ne comprenez pas, dites-le moi, comment ça fonctionne, les archives en France. Parce que c'est vrai que c'est une institution qui date de la Révolution française et qui a un petit peu changé depuis, même elle a changé, mais pas finalement pas beaucoup. Voilà. Et donc, comment ça se passe? Eh bien, les archives en France sont coordonnées, sinon dirigées, par le ministère de la Culture, j'ai mis le petit logo État, le ministère de la Culture via le service interministériel des Archives de France. Donc, c'est un service qui est chargé de coordonner la politique archivistique en France. Alors, c'est quoi la politique archivistique en France? C'est un peu ce dont on va parler aujourd'hui, c'est-à-dire la collecte. Alors, la collecte, le contrôle, etc. La collecte des archives publiques, mais aussi des archives privées. Le ministère de la Culture dirige donc les archives nationales, voilà, qui sont une institution d'État qui est divisée en plusieurs centres à Paris et dans la région parisienne. Les archives nationales sont chargées de collecter et de conserver les archives du gouvernement. Voilà, et ce, de l'origine jusqu'à aujourd'hui. Alors, c'est du parchemin, du papier, et puis maintenant des fichiers informatiques, des photos numériques, etc. Voilà. Et donc, ce qui est à Paris, sauf les archives départementales de Paris, mais les archives nationales sont chargées des archives du gouvernement. Voilà, de tout ce qui est central. Gouvernement et grandes institutions d'État. Et puis ensuite, on a les archives territorialisées. Voilà, c'est ce que j'ai mis ici sur la même ligne et qui suivent finalement le millefeuille administratif français, hein, puisqu'en fait, on ne peut pas imaginer une administration sans des archives. Et par conséquent, l'administration des archives est structurée exactement comme l'administration française. Voilà, donc il y a le national, il y a les archives régionales qui sont à l'échelle de chaque grande région. Donc, 1 à 2 institutions d'archives régionales par conseil régional. Les archives départementales, il y en a une par département. Voilà, donc moi, je représente ici 1/100 des archives départementales. Et puis, les archives municipales et communautaires, il y a à peu près 700 centres d'archives municipales répartis dans toute la France. Voilà, donc ça, c'est ce qu'on appelle le réseau territorial des archives. Nous sommes quand même soumis au ministère de la Culture parce que nous obéissons à la coordination et à la direction du ministère pour tout ce qui est de la réflexion sur la collecte et des normes que nous suivons, normes et directives sur la collecte des archives publiques, sur le côté juridique aussi, bien évidemment, mais nous dépendons des collectivités locales, départementales, régionales, hein, que sont les conseils régionaux, départementaux, ainsi que les communes et communautés de communes, qui nous donnent les moyens d'exister, qui nous donnent aussi leurs archives, hein, puisqu'en fait, la règle, c'est que, par exemple, dans le cas des Vosges, moi, je suis chargé de collecter et de gérer la totalité des archives produites sur le territoire du département des Vosges, que ces archives appartiennent à l'État, aux collectivités locales ou aux particuliers. Voilà, c'est une notion de territorialité des archives. Oui. Question, tu nous as dit que vous aviez des normes. Oui. Tu vas en parler. Absolument. Oui, c'est prévu. Voilà, donc voilà pour vous expliquer un petit peu ce que sont les archives départementales et en gros, globalement, quel est leur rôle. Et si vous n'avez pas compris, je répondrai bien évidemment à toutes les questions. Mais je ne vais pas non plus m'étaler trop là-dessus, on est un petit peu encore en dehors du sujet. Maintenant, je vais vous parler un petit peu des archivistes en France. Alors, les archivistes, c'est des gens dont on ne parle pas beaucoup dans les médias, même très, très, très peu. On en parle un petit peu moins que nos collègues des musées ou des monuments historiques ou de l'archéologie. Pourquoi? Parce que les archives, ça a une image globalement, après bon, il faut se méfier des clichés, hein. Mais voilà, on n'est pas très connu parce que notre matériau, que sont les archives, le papier, c'est quelque chose qui, a priori, est moins attirant qu'une œuvre d'art, qu'une statue, etc., etc. Mais par contre, alors évidemment, je ne vais pas passer mon temps à vous
convaincre de l'intérêt de mon métier, je pense que ça, vous l'avez compris. Mais on n'est pas très connu et on n'est pas très, très nombreux non plus. On est 4 854 aujourd'hui en France. 771 relèvent de l'État, sont payés par le ministère de la Culture, dont moi. Et nous avons également 4 083 collègues territoriaux. Voilà. Et nous sommes environ 200 conservateurs d'archives dans l'État, dont une centaine, un peu plus, dans les départements et le reste aux archives nationales. Et en tant que conservateurs, voilà, c'est ça qui est important, c'est nous qui sommes chargés d'appliquer eh bien, cette réglementation d'État, à la fois juridique, mais aussi pratique, sur la collecte et la gestion des archives en France, ainsi que la communication. Voilà. Alors, comment les conservateurs, alors je passe maintenant aux conservateurs, plus uniquement les archivistes, les conservateurs, comment les conservateurs sont-ils formés? Et ça, c'est intéressant, me semble-t-il, parce que quelque part, quand on se demande comment l'information est collectée dans les services d'archives, c'est-à-dire comment la mémoire se forme, et là, on revient complètement dans le sujet Covid, eh bien, il faut savoir qui sont les gens qui collectent et comment ils travaillent et comment ils raisonnent. Alors, je ne prétends pas me mettre en dehors de moi et faire une analyse objective du métier. Ça, je pense qu'il faudrait un bon sociologue pour le faire et je pense que ça n'a pas encore été fait. Par contre, ce que je peux vous livrer, c'est mon regard à moi qui n'engage que moi. Les conservateurs sont formés, les conservateurs d'archives sont quasiment tous formés depuis 1821, ça fait 2 siècles, à l'École nationale des chartes. L'École nationale des chartes, qui est la plus petite des grandes écoles, beaucoup moins prestigieuse que l'École normale supérieure, mais qui a un concours d'entrée qui est très difficile aussi, basé essentiellement sur l'histoire. Voilà, il faut connaître l'histoire de France par cœur. Pour certains, sur la connaissance du latin. Voilà, c'est une des seules écoles qui demande une version latine sans dictionnaire. Voilà, donc il faut connaître le latin par cœur. Et puis, il y a aussi maintenant une section qui regarde plus vers l'histoire contemporaine et les langues. Voilà, donc on est tous formés, nous, conservateurs d'archives, nous sommes quasiment tous formés dans cette école et nous suivons quasiment tous, alors pas les mêmes cours depuis 200 ans, rassurez-vous, mais globalement, le cursus, c'est l'histoire des institutions, l'histoire de l'art, et puis du latin, bien évidemment, de l'histoire des textes et de la paléographie. La paléographie, c'est la manière dont on arrive à lire des textes anciens. On en fera un petit peu tout à l'heure. Bien. Sachant que les professeurs de l'école des chartes sont aussi formés à l'école des chartes. Ah, bien sûr. Et je ne vous mentirai pas tout à fait en vous disant que parfois, les élèves de l'école des chartes ont pour parents des chartistes aussi. Oui, mais ça, c'est comme les polytechniciens. Il ne faut pas non plus exagérer. Voilà. Les médecins font pareil. Voilà, mais ça, voilà. Bon, donc, bref, on passe tous par le même moule, hein, parce que, alors, c'est ma vision à moi et je l'assume. C'est un moule, hein, voilà, c'est le système des grandes écoles. Alors, il y a un énorme avantage, c'est que ça permet d'appliquer une politique vraiment de manière uniforme, homogène, et ça, c'est pour la gestion des archives en France, c'est vraiment, à mon sens, un atout formidable. Peut-être l'inconvénient, et c'est peut-être ça dont on va parler aujourd'hui, c'est que on a tous un peu la même vision et que parfois, pour s'écarter un peu du chemin, c'est difficile. Voilà. Et le Covid-19, pour nous, moi, j'ai l'impression de m'être vraiment écarté du chemin. Et puis ensuite… C'est d'ailleurs pour ça, je crois que tu es là. Voilà. Et puis ensuite, nous passons aussi par l'Institut national du patrimoine qui nous apprend le métier de conservateur. Donc, la sociologie des conservateurs, donc on a commencé un petit peu à en parler, simplement pour dire que traditionnellement, les métiers de conservateurs, depuis 1821, étaient un peu réservés à une élite, sinon nobiliaire, du moins une élite intellectuelle. Il y a eu quand même une diversification du recrutement dans les années 80, avec l'ouverture de classes préparatoires, non plus seulement dans les prestigieux lycées parisiens, mais dans des lycées de province. C'est là dont je viens, ça ne vous surprendra pas. Donc, diversification du recrutement qui a permis une diversification sociale, voilà, dont je suis aussi un spécimen, puisque moi, je suis issu d'une classe plutôt moyenne inférieure. Voilà, par rapport à de nombreux collègues, mais je ne suis pas non plus le seul. Voilà. Et ça, c'est dû aux années 80 où il y a eu une diversification du recrutement. Voilà.
Bien. Donc voilà, pour vous parler un petit peu des archivistes en France, oui, et puis vous dire aussi que, après, il y a là d'où on vient et puis là où on vit. Où vit un archiviste aujourd'hui en France? Il vit dans un milieu plutôt très favorisé. Il a pour interlocuteur des gens de la haute administration. Il est dirigé par des administrateurs. Un archiviste fréquente beaucoup les administrations, parfois les universités. Nous sommes très peu en contact avec monsieur et madame tout le monde. Voilà, c'est clair. Même quand nous collectons des archives privées, ce dont je vais parler maintenant, nous ne fréquentons quasiment que des architectes, des médecins et autres notables. Nous ne fréquentons, si nous n'avons pas d'intérêt et si nous ne faisons pas le premier pas, nous ne sommes pas du tout dans la vie normale, quotidienne, même si le mot normal ne veut rien dire, mais vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Alors, donc ces archivistes qui, vous l'avez compris, évoluent dans un milieu plutôt très favorisé, plutôt lettré, quand ils n'en viennent pas directement, collectent des archives. C'est eux qui font la mémoire de la France. C'est eux qui font la mémoire de la société française, même si ce n'est pas eux qui font toute la mémoire, bien évidemment. Il n'y a pas que les archivistes qui collectent la mémoire, ils sont un maillon de la chaîne. Voilà. Donc, les archives publiques sont collectées de cette manière-ci, très globalement. D'abord, la première étape, c'est que l'archiviste et le producteur examinent les archives qui vont être produites et déterminer à l'avance lesquelles vont être jetées et lesquelles vont être conservées. Voilà, donc ça se passe en amont. Ensuite, les archives sont produites, évidemment, et enfin, les archives sont collectées en fonction de ce qu'on avait prévu à l'avance. Voilà, ça c'est l'idéal, c'est comme normalement ça devrait se passer à peu près partout, tant pour les archives papier que pour les archives électroniques. Là, nous parlons d'archives publiques, dans lesquelles nous n'avons pas de documents privés. Autrement dit, pas de documents familial, pas de documents intimes. Ce sont des comptes rendus de conseils municipaux, ce sont de l'état civil, ce sont des archives purement administratives. Ce n'est pas l'objet aujourd'hui. Par contre, l'objet aujourd'hui, c'est les archives privées. Les archives privées, c'est nous ce que nous appelons archives privées, ce sont les archives des familles, les archives des entreprises, tout ce qui n'est pas public finalement. Voilà. Et les archives de Covid-19 seront en grande partie des archives privées, parce qu'elles viennent des personnes. Voilà. Et là, ça fonctionne complètement différemment. C'est-à-dire qu'on n'encadre pas la production avant que les archives soient produites, bien évidemment. Ce n'est pas nous qui disons aux gens, ben voilà, maintenant, vous allez faire une entreprise et puis vous allez me donner vos archives ensuite. Non, d'abord, les archives sont produites. Ensuite, souvent, c'est le producteur des archives, autrement dit le chef d'entreprise par exemple, qui vient nous voir en nous disant « Est-ce que ça vous intéresse si je vous dépose ou je vous donne ou je vous vends quelques archives qui reflèteront l'activité de mon entreprise ?» Là, nous disons oui ou non, on négocie un contrat d'achat, de don ou de dépôt. La différence entre le dépôt et le don, c'est que le don, c'est donné une bonne fois pour toutes, alors que le dépôt peut se reprendre. Voilà, donc il y a contrat, il y a négociation, et là, intervient le regard de l'archiviste. C'est-à-dire que nous, nous sommes censés avoir une vision suffisamment objective pour dire ça, nous allons le conserver et ça, nous n'allons pas le conserver. Voilà. Alors, évidemment, on ne fait pas ça à l'aveugle. On a quand même un cursus universitaire, on est au courant des tendances de la recherche historique, mais on n'a pas de boule de cristal et nous sommes aujourd'hui incapables, modestement, de savoir les sujets d'études qui seront ceux des historiens dans 10, 20 ou 30 ans. Et a fortiori, les sujets d'études des géographes, des sociologues, des psychologues, des pharmaciens, par exemple. Voilà, ça, nous n'en avons pas beaucoup d'idées. Voilà. Exactement. Voilà. Néanmoins, il faut faire un choix. On ne peut pas tout collecter. Et voilà, c'est donc nous qui donnons notre regard et sélectionnons, c'est le mot, hein, nous sélectionnons ce qui mérite d'être retenu, conservé, et ce qui ne sera pas conservé. Et donc, ensuite, se fait la collecte. Voilà. Donc, vous voyez que le regard de l'archiviste a quand même une certaine importance, surtout quand nous avons beaucoup de demandes provenant de particuliers. Oui. Quand tu dis que vous ne pouvez pas tout collecter, oui.
c'est un problème de main-d'œuvre, c'est un problème de place, c'est un problème De tout ça. de tout ça. De tout ça. Oui, 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 oui. Parce que, bah, par exemple, dans les Vosges, ben, on est une équipe, on est une vingtaine, voilà. Là-dedans, il y a plusieurs tâches administratives sur lesquelles je ne vais pas m'étaler, mais en gros, on a une équipe de collecte d'archives privées de 2, 3 personnes, voilà. Et on ne peut pas être partout. Et on doit aussi classer, c'est-à-dire qu'en plus, on a accumulé un retard. Par exemple, je vous donne un exemple, à Épinal, bah, il y a les images d'Épinal. Donc l'imagerie d'Épinal, dont les archives départementales des Vosges conservent le fond ancien, c'est des milliers, des milliers, des milliers d'images anciennes qui sont à peine encore aujourd'hui en cours de classement. Alors nous espérons finir bientôt, mais voilà, ça c'est un retard qui s'est accumulé depuis les années 80. Donc vous voyez qu'on ne manque pas de travail. Voilà. Oui, nous ne pouvons pas tout collecter parce que nous n'avons ni les locaux, ni le personnel pour. Et parfois, on a tendance à se dire aussi, mais voilà, tout collecter, c'est un rêve. Pour nous, ce serait le rêve d'avoir les moyens de tout collecter, mais ce n'est pas possible, il faut se heurter. Il y a le mur de la réalité, et puis parfois on se dit, bon, alors ça, c'est peut-être ce que j'aimerais bien remettre en question, peut-être, c'est aussi le fait de dire, oui, mais finalement, ça n'en vaudra jamais la peine, ça non plus, alors que finalement, parfois, il faut garder une certaine modestie par rapport à ce regard. Voilà. Bien. Voilà, maintenant j'entre dans le monde Covid. Maintenant que vous avez un petit peu le contexte, je vais vous montrer comment on l'a détourné. Le 16 mars, vous le savez, le chef de l'État a annoncé le confinement. Que s'est-il passé aux archives départementales des Vosges? Comme dans de nombreux centres d'archives, eh bien, nous avons regardé notre stock de masques, de blouses et de gants, puisque nous avions eu une invasion de champignons quelques années précédemment, et nous l'avons immédiatement donné à l'hôpital le plus proche. Enfin, c'est le conseil départemental, propriétaire de ce matériel, qui l'a donné à l'hôpital le plus proche, qui en avait beaucoup plus besoin que nous. Grâce à Dieu, ce matériel n'était pas encore tout à fait périmé, donc il a pu être utilisé. Donc, ceci fait, ben voilà, moi, j'ai été dans mon bureau et puis je me suis dit, ben finalement, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Alors, on manque jamais de travail aux archives, hein. On peut télétravailler sans trop de problèmes selon les métiers. Mais je me suis dit, bon, ben voilà, on est un peu en période de stupeur, comme tout le monde. Et là, j'ai eu une idée. Et je me suis dit, bah, tiens, on va faire des collectes de mémoire de confinement. Alors, il y a eu des prémices, c'est-à-dire que j'ai pensé à ce qu'avaient fait les collègues des Archives de Paris au moment où ils avaient collecté les témoignages des attentats de 2015. Voilà. Ils avaient collecté tous les mémoriaux de rue, hein, que les Parisiens avaient déposés dans les rues. Voilà, ils les avaient collectés, ils les avaient mis en magasin. Alors, on avait beaucoup parlé de cette opération parce qu'elle était très nouvelle pour nous. Voilà, donc c'est une collecte, voilà, d'archives. Et donc j'ai pensé à ça. Et puis j'ai pensé aussi à d'autres choses. Je me suis dit qu'il fallait mobiliser le réseau autour de notre institution, qu'il ne fallait pas rompre le contact avec le public qui désormais ne pouvait plus venir nous voir, ni en exposition, ni en salle de lecture. Et je me suis dit que eh bien, peut-être c'était l'occasion de changer un petit peu les choses et d'être plus participatif et de casser un petit peu cette sélection, cette règle de sélection que nous appliquons depuis quelques décennies sur les archives privées. Nous n'avons pas été les seuls à avoir cette idée-là le 18 mars, puisque les archives municipales de Beaune ont eu exactement la même idée. En fait, nous avons lancé notre appel sur Twitter presque en même temps, eux un peu avant moi, je le reconnais, évidemment, et ce sont des très bons collègues, on est en très bon rapport, il n'y a absolument aucune concurrence là-dessus. Et donc, nous avons commencé à collecter les archives, les mémoires de confinement dans les Vosges. Alors, comment est-ce que nous avons annoncé ça? Voici le texte du tweet que j'ai rédigé. Nous vivons un épisode exceptionnel qui est déjà l'histoire avec un grand H. Voilà. On se remet dans le contexte, on est au 2e jour du confinement, nous sommes dans l'histoire. Voilà. Ce n'est pas un petit épisode. Participez à la collecte mémoire de confinement, envoyez par mail à notre adresse internet vos témoignages, récits, photos, PDF et JPEG 200 kg maximum ou vidéo 20 mégaoctets. Nous les conserverons pour l'éternité. Voilà. Alors ça, c'est une promesse qu'on fait un peu dans notre métier parce que nous, archivistes, on a un petit peu cette vision, nous conservons pour l'éternité, pour les générations futures.
Et voilà, j'ai mis ça dans le tweet. Alors, c'est un peu, non pas une provocation, mais c'est une promesse et c'est un engagement. L'engagement de renoncer à ce regard de l'archiviste. Voilà. C'est la première fois qu'on le fait, voilà, à ma connaissance. C'est-à-dire que nous, on considère qu'on donne un chèque en blanc. C'est-à-dire qu'on accorde à n'importe qui le privilège d'entrer dans nos collections. Voilà. Nos collections qu'on a tendance parfois à garder un petit peu jalousement, enfin en tout cas c'est l'image qu'on nous prête parfois à tort, parfois à raison, mais bon bref. En tout cas, nous disons au public, eh bien voilà, maintenant, quoi que vous nous envoyiez, nous allons le conserver pour l'éternité. Voilà. Alors c'est un engagement qui a fait un peu débat dans mon équipe, parce qu'on m'a dit à juste raison, mais vous ne vous rendez pas compte, on va être submergé de messages, nos capacités en place, mémoire, etc., vont être insuffisantes. Qu'est-ce qu'on va faire? On promet quelque chose aux gens, est-ce qu'on va être capable de tenir, etc., etc. Et puis, ben, j'ai tenu bon et je leur ai dit, bah, écoutez, c'est le moment ou jamais, il faut le faire. Parce que c'est un épisode exceptionnel et je pense que c'est aussi pour nous une manière de montrer aux gens que les archivistes sont à leur côté, le fond de ma pensée, c'était le fait de dire que les gens pourraient être réconfortés dans les ennuis que vont leur causer le Covid, s'ils peuvent raconter ces témoignages et s'ils ont l'assurance que ce ne sera pas jeté à la poubelle par Facebook, Twitter et autres au bout de quelques jours ou quelques mois. Et en même temps, on est dans une circonscription départementale, avec un département de 350 000 habitants, des gens qui se connaissent, des villes importantes, mais pas très grandes non plus. Voilà, on a un département qui vit un peu familialement, et je me suis dit, ben voilà, ça peut jouer. Hein, c'est-à-dire que les gens vont se dire, ben voilà, on va conserver nos messages dans une institution qu'on connaît, qui est à proximité, qui est à moins d'une heure et demie de route. Et voilà, ça peut alimenter aussi la confiance, et puis ça peut aussi finalement abattre un peu cette frontière tacite qui existe entre Monsieur Tout-le-Monde et l'administration chargée de conserver la mémoire de Monsieur Tout-le-Monde sans que Monsieur Tout-le-Monde le sache. Voilà un petit peu comment est née l'idée. Alors, du coup, c'est là qu'intervient la disruption. C'est-à-dire que là, j'ai repris le schéma archives publiques, archives privées, et voilà les mémoires de confinement qui sont totalement mixtes. C'est-à-dire que au lieu d'avoir, comme pour les archives publiques, une concertation sur ce qu'on va produire, eh bien, c'est un simple appel de l'archiviste, on appelle à témoigner. Ensuite, il y a la production. Et puis, comme pour les archives privées, il y a la phase non pas de négociation, mais contrat de don. On ne négocie pas, puisqu'on dit, de toute façon, ce sera accepté. Simplement, il faut quand même mettre quelques signatures au bord de papier. Et puis enfin, la collecte. Voilà. Donc, c'est une mode. Alors, les mémoires de confinement sont des archives privées, ce ne sont pas des archives publiques, mais vous voyez que finalement, le mode de collecte ressemble quand même un tout petit peu aussi à celui des archives publiques. Et c'est la première fois que nous faisons ça. Voilà, c'est vraiment nouveau. Alors, évidemment, on invente des nouveautés chaque jour, chaque semaine dans notre métier. Ce n'est pas la seule qu'on ait inventée, ce n'est pas une révolution en soi, mais voilà. Voilà, oui, oui. Alors, pour vous dire aussi que d'habitude, on vit dans un monde très réglementé, avec des validations, des autorisations, notamment pour ce qui concerne la communication institutionnelle, et c'est tout à fait normal. Eh bien là, on n'a pas trop joué le jeu. C'est-à-dire que j'ai rédigé, envoyé mon tweet comme ça, voilà, et j'ai averti après, en disant: ah bah tiens, finalement, on pourrait faire ça. Ah bah tiens, c'est déjà sur les réseaux sociaux. Et voilà, je me suis dit: bon, voilà, on va essayer, on va y arriver. Bon, après, mon souhait derrière, vous le comprenez, c'est pas du tout que je suis méchant ni pas respectueux, c'est que pour moi, ça n'avait de valeur que si on le faisait maintenant. Voilà. Une semaine, 2 semaines, 3 semaines plus tard, c'était moins intéressant. Je comprends tout à fait. Voilà. Et puis, voilà. Quelques jours de différence, voilà. fait essentiellement la même chose. Exactement. Et puis, eh bien, là est arrivé
d'une part, la solidarité, la compréhension et la bienveillance du conseil départemental qui nous a immédiatement emboîté le pas, qui nous a dit: «Oui, oui, c'est bien, allez, on fait la communication aussi». Donc le conseil départemental nous a aidés, les médias, départementaux aussi, la presse locale et aussi les médias nationaux. Et c'est vrai que, on parle beaucoup des Vosges dans la publicité, pour les sports d'hiver, le tourisme et voilà, c'est un très beau, département pour, faire du tourisme, mais rarement pour les archives et là, c'est vraiment la première fois qu'on parlait de nous, alors j'ai mis quelques exemples, mais voilà. Pour vous dire que, voilà, il y a eu un engouement pour les mémoires de confinement et puis, in fine, le ministère de la culture nous a dit aussi: «Bah, tiens, oui, oui, vous avez, une idée intéressante et ben, on va vous aider». C'est-à-dire qu'on va centraliser un petit peu toutes les initiatives que, vos collègues des autres départements pourraient avoir dans le même sens et on va en faire une page sur le site France Archives, qui est le site du service interministériel des archives de France. Voilà, donc grâce à cette communication, nous avons eu un certain écho et puis les médias ont parlé de nous, ce qui a fait boule de neige, voilà et ça, c'était vraiment presque inespéré, voilà. En tout cas, j'étais vraiment à milieu de penser qu'on aurait, cet écho-là au moment où le tweet a été lancé. Bien, alors comment se passe la collecte? Plus traditionnellement, bah, voilà, on reçoit, les messages sur, la boîte archive, nous les enregistrons, nous les sauvegardons en format PDF ou en d'autres formats pérennes. Nous les insérons, dans notre système sauvegardé, de mémoire. On commence un petit classement, voilà. Donc il y a un volet informatique, puisque en temps de pandémie, c'est beaucoup plus facile de transmettre ces mémoires sous forme informatique, c'est beaucoup plus rapide. Mais il y a aussi un volet papier. Nous avons aussi des mémoires de confinement papier. Et enfin, nous, on a un volet juridique, c'est-à-dire qu'on envoie aux auteurs, des papiers qui vont nous autoriser à archiver ces documents, mais aussi à les diffuser. Et puis, il y a l'étape ensuite de valorisation, des colloques, des séminaires, que j'ai à chaque fois grand plaisir à présenter. L'intérêt pour moi étant, bah, de alors faire connaître mon institution, oui, mais enfin voilà, c'est pas ça l'utilité principale. L'utilité principale pour moi, ce serait le sens de notre présence dans le musée Covid, c'est de donner le regard, d'une population variée, diverse, la plupart du temps non favorisés, puisque c'est ça que nous avons reçu, hein. On a reçu des messages provenant de l'intégralité, de la société. Curieusement, les gens peut-être plutôt favorisés n'ont pas témoigné plus que d'autres et je pense que voilà, c'est vraiment, en grande partie, des personnes, âgées, des personnes, des ouvriers, des instituteurs, professeurs d'école, et cetera. C'est surtout eux qui ont répondu à notre appel. Nous n'avons presque pas eu de récit, d'un érudit local, qui raconterait un petit peu voilà, ça on n'en a presque pas eu, alors que c'est les gens avec lesquels nous sommes le plus souvent en relation. Et puis, voilà, pour moi, c'est ça le principal intérêt au niveau national, voire plus de cette collecte, c'est que ça donne un regard sur une société rurale dans toutes ses composantes et pas uniquement une fraction privilégiée de la population qui donne son avis ou sa manière de voir, qui est très honorable, mais qui ne saurait, être représentative de la totalité. Voilà. Et puis enfin, dans la valorisation, j'en reparlerai, on réfléchit à, le plus de manière possible, de médiatiser, ces témoignages de Vosgiennes et de Vosgiens, peut-être par le musée Covid, sans doute sur notre site internet, mais aussi, en faisant éventuellement, dans l'idéal, un documentaire grand public. Voilà, alors bon, l'impact médiatique, je vous laisse regarder, 20 minutes, et cetera. Je ne suis pas là pour faire de la publicité, c'est juste pour vous dire que, bah, j'ai passé une partie de mon confinement à répondre aux journalistes. Voilà et ce qui est à chaque fois un grand plaisir, et c'est vrai que, c'était un petit peu, irréel, pour moi, d'avoir des journalistes de titres aussi prestigieux au bout du fil. Voilà. C'est totalement irréel, mais voilà, ça fait bien plaisir et puis surtout, on a l'impression, bah, qu'on est dans une parenthèse, qu'on a ouvert quelque chose qu'on ne maîtrise pas, mais finalement pourquoi pas? Et alors évidemment, on n'était pas les seuls au niveau national à faire de la collecte, hein, ça c'était sûr. À chaque fois, on partage avec, les vitrines de confinement, avec, bah, le Covid-19, le musée Covid-19 Museum et cetera et cetera. Mais voilà, on n'a pas du tout l'habitude de faire les titres des journaux. Voilà, donc un petit, la croix. Alors on parle des archives aussi. Alors ça, en tant qu'archiviste,
et quelqu'un qui est à la fois dans le métier et notre utilité sociale, moi, ça me faisait vraiment plaisir qu'on parle des services d'archives. Donc ça me fait vraiment plaisir. Voilà, Sonia De Villers a mentionné les Vosges dans son éditorial. Ça fait vraiment… Alors, comme j'ai mentionné France Inter, je vais dire RTL, Europe 1, voilà, comme ça, c'est fait. Bien. Et puis aussi, c'est aller jusqu'au Journal de Montréal. Voilà. Ça, c'est vraiment très intéressant. Ça, c'est Libération. Voilà. Bien. Alors, maintenant, sur le fond, qu'en est-il? Alors, donc, vous l'avez compris, c'est tombé sur les Vosges, mais ça aurait pu être n'importe quel département. Donc, aujourd'hui, à peu près à la suite de notre début de collecte, il y a une bonne trentaine de services d'archives qui ont aussi territoriaux, hein, qui ont commencé cette collecte avec d'autres points de vue que nous, et ce qui est vraiment très enrichissant parce que c'est très complémentaire. Alors, les Vosges, ben voilà une petite carte des Vosges. Vous avez Paris à gauche et les Vosges à droite. Alors, les Vosges, comme leur nom l'indique, sont un département plutôt montagneux dans leur partie orientale, mais plutôt, avec plutôt une partie plaine et colline dans la partie occidentale, qui regarde vraiment vers le bassin parisien. C'est un département, alors j'ai mis ici la carte du journal Le Monde sur les morts du Covid. Et vous voyez que, alors, le plus gros, c'est le territoire de Belfort, qui est un cas un petit peu à part parce que c'est un petit territoire assez peu densément peuplé, mais qui accueille pas mal d'hôpitaux. Et donc, le ratio par rapport au nombre, aux milliers d'habitants est important, le ratio de morts et d'hospitalisation. Donc voilà, si on fait abstraction du territoire de Belfort, c'est vrai que les Vosges ont malheureusement payé un lourd tribut au Covid. Pourquoi? Parce que juste à côté, dans le Haut-Rhin, à Mulhouse, il y avait le rassemblement évangélique qui a été un des premiers événements diffuseurs du Covid en France. Voilà. Et donc, comme vous le savez, hein, le Grand Est en général, Haut-Rhin surtout, Bas-Rhin, et puis Vosges, Meurthe-et-Moselle, Moselle, et puis aussi d'autres départements autour ont été un petit peu voilà, victimes de cette toute première diffusion du Covid dans l'Est de la France, en sachant évidemment, après on n'est pas là pour faire l'échelle des malheurs, mais c'est juste pour dire que malheureusement pour nous, euh, les Vosges ont payé un lourd tribut comme d'autres territoires, mais voilà, nous avions, si j'ose dire, il y avait les mémoires de confinement, et c'est vrai qu'une partie de ces mémoires doit être mise en relation avec cette situation sanitaire préoccupante, voire grave, spécialement dans les maisons de retraite, surtout celle de la partie orientale du département, très en contact avec le Haut-Rhin et Mulhouse, qui ont payé un… Sachant que cette carte-là que tu nous montres Oui, est une carte actuelle, oui, récente, et que si on reprend les cartes du premier confinement, on a un gros point absolument. sur l'est de la France, un gros point sur la région Île-de-France, et puis un point sur le sud, et essentiellement c'est tout, hein. Oui. Donc là, c'est vraiment parce qu'il y a eu justement le déconfinement et la mixité des populations pendant les vacances. Mais sinon, au moment historique dont tu parles, c'était un point noir Complètement. vraiment Oui, très bon, ça, largement. l'actualité on l'a mentionné, hein. Voilà, et donc, au niveau du ratio de personnes décédées, malheureusement, le territoire est très au-dessus de la moyenne. Bien. Alors, je vais accélérer un petit peu. Et puis, maintenant, je me suis demandé, mais finalement, pourquoi ça a marché? Eh bien, peut-être qu'il y a eu rencontre d'intérêt. Peut-être qu'il y a eu rencontre d'intérêt, c'est-à-dire que vis-à-vis des auteurs, alors vis-à-vis des auteurs et vis-à-vis de nous, le regard de l'archiviste. Nous, pourquoi nous avons voulu collecter? Eh bien, déjà parce qu'en période de confinement, on pouvait collecter que sous forme numérique et principalement des archives privées. Il y avait le souci d'expérimentation, je vous l'ai dit, moi j'aime bien ce qui est un petit peu à la limite. Voilà. Donc expérimenter, j'aime bien, et c'était vraiment le moment. Garder le contact avec la population, ça pour moi c'était vraiment primordial. Éviter la bunkérisation. Assumer sa subjectivité, oui. Alors subjectivité au sens qu'on s'éloigne des modes traditionnels de collecte, mais finalement, c'est ce que je remets en cause, c'est-à-dire que je me demande si finalement la subjectivité, ce n'est pas notre regard traditionnel. Voilà.
C'est un petit renversement des valeurs. Besoin social. Le choix n'est pas déjà un choix. Voilà, exactement. Le besoin social, c'est-à-dire besoin, nous, archivistes, de nous sentir utiles à quelque chose dans ces circonstances inédites. Et puis, in fine, varier les sources, c'est-à-dire que, bon, il faut pas, voilà, il suffit de regarder pour voir que nos archives privées ne concernent pas la totalité de la population française, des gens qui nous entourent, et que les classes populaires y sont très largement absentes. Pourquoi est-ce que les gens ont répondu à notre appel? Alors ça, on le voit à travers les témoignages. D'abord, ils aiment bien s'exprimer. Voilà, on sent que là, j'étais content, j'ai bien anticipé les choses. Les gens étaient contents de s'exprimer, nous ont remerciés. Nous ont dit, ben voilà, on est content de vous envoyer ça parce qu'on sait que ça va être conservé. Et on sait que d'autres gens vont le lire. Voilà. Et on sait que notre parole, elle va peut-être servir à quelque chose. Voilà, être utile, c'était important dans le regard des gens. Pour certains, c'est aussi entrer dans l'histoire. Voilà, avec l'histoire, le grand H qu'on a mis dans le tweet, il y a eu cet effet-là. C'est-à-dire, finalement, voilà, alors c'est un peu de l'hubris, mais enfin, quelque part, c'est ça aussi, c'est ce qu'on leur a proposé, hein, c'était l'engagement. Voilà. Alors, dans quelle mesure entre-t-on dans l'histoire en entrant dans les collections des archives? Ça, c'est autre chose. Mais bon. Ça les a aidés à supporter aussi. Là, je pense principalement aux personnes âgées qui ont eu du mal à être séparées des petits-enfants et qui ont pu témoigner. Voilà. Et puis, pour certains, ça a été aussi le fait de lancer un appel. Alors, à chaque fois, j'ai bien dit aux gens que nous n'étions pas là pour médiatiser leurs appels au secours. Hein, ça, ce n'est pas notre vocation. Mais pour certains, ça a été vraiment le fait de lancer un appel. Voilà, je souffre, je suis malheureux, je ne comprends pas pourquoi on me laisse sur le bord du chemin. Est-ce que quelqu'un peut faire quelque chose? Voilà. Nous avons conservé ces témoignages, mais évidemment, ils sont restés aux archives. Voilà un petit peu pourquoi il y a eu ça, comme on dit en langage courant, ça a bien matché. Voilà, donc finalement, quelle est la quantité des témoignages que nous avons reçus? Nous avons reçu à peu près 210 témoignages provenant de 60 personnes, 60 personnes différentes. Alors, c'est à la fois beaucoup et pas beaucoup. Sur un territoire tel que les Vosges, c'est pas mal. Je m'attendais de loin pas à autant. Nous avons, au niveau des supports, beaucoup de messages littéraires et envoyés par mail, mais aussi beaucoup de photographies. 3 vidéos, on va en voir une bientôt, un CD de chansons, et puis au niveau du papier, on a 2 manuscrits pour être exact et un tapuscrit. Alors, un des 2 manuscrits, c'est celui de mes enfants, puisque moi j'ai joué le jeu aussi. Mais nous avons reçu un document très très intéressant provenant d'un enseignant qui et ça on va le voir si j'ai encore un petit peu de temps, qui a vraiment fait un journal de confinement et qui a accepté qu'on le diffuse sous forme anonymisée. Voilà. Les sujets abordés, sans surprise. On évoque énormément les maisons de retraite, hein, les EHPAD. C'était l'actualité, c'est ça qui a fait très peur. On évoque les soucis du quotidien, l'éducation. Voilà, le monde de l'enseignement est très présent dans nos mémoires de confinement, avec des enseignants qui ont témoigné, mais aussi des élèves, soit via leur enseignant, soit tout seul. Et puis, on évoque un petit peu la politique, voilà. Et puis, quelques témoignages littéraires, poèmes, et puis pour le reste, c'est beaucoup plus minoritaire. Voilà. Alors, donc, Yves posait la question un petit peu du classement et de l'indexation de ces données. Alors, comment allons-nous faire? D'abord, les mémoires de confinement vont être classées sans surprise par producteur, par personne, par auteur, si vous voulez. Nous allons les indexer comme d'habitude avec les thésaurus sans doute Garnier qui nous semblent plus adaptés pour cela. Nous avons aussi nos thésaurus maison, mais pour ça, on utilise… Garnier nous semble vraiment intéressant. Et puis, on va publier aussi selon les normes AFNOR d'archivistique, enfin, les normes AFNOR d'indexation, lieu, matière, etc. Et puis, on va publier la base de données en format XML EAD, qui est le standard international aujourd'hui de publication des archives, tant publiques que privées. Donc, cette publication va se faire sur notre site Internet, aussi visible via le site France Archives, qui est en quelque sorte une salle de commande de tous les inventaires d'archives, et évidemment la base de données, ainsi que les témoignages eux-mêmes, sous forme de liens ARC ou sous forme d'images, on verra,
pourront être, c'est l'objectif, diffusées à qui le souhaitera, à qui voudra bien utiliser ces données, donc potentiellement évidemment au musée au Covid-19 Muséum, de la manière la plus large. Ma conviction à moi étant que l'exploitation scientifique, donc sociologique, géographique ou pharmaceutique, hein, de ces données-là, évidemment, ne risque peu de se faire dans les Vosges elles-mêmes, sauf exception, d'où l'intérêt vraiment de les avoir sous forme numérique et de les diffuser sur le web où elles ont plus de chances d'être utilisées et exploitées. Voilà. Évidemment, nous allons aussi donner ces documents en salle de lecture des archives, comme nous le faisons toujours. Voilà, donc le but, c'est alimenter la recherche scientifique. Et c'est vrai que quand Yves, lors d'autres séminaires, a mentionné un petit peu les potentialités des recherches possibles avec les algorithmes du Covid-19 Museum, c'est vrai que c'est très alléchant. Ce sont des sujets dont on parle dans la communauté archivistique, hein, puisque l'objectif, c'est de rendre les données disponibles au plus de monde possible. Et là, évidemment, vu le poids et le nombre des témoignages, c'est important d'avoir vraiment un moteur de recherche le plus fiable possible, le plus exact. Et donc là, on est vraiment ouvert à toutes les collaborations. Et puis, donc, je le mentionnais, on aimerait bien qu'un cinéaste nous propose de faire un film en exploitant ces mémoires de confinement, parce que là, ce serait vraiment un résultat grand public qu'on pourrait voir dans les salles de cinéma quand elles seront rouvertes. Voilà. Donc, je vais passer sur le bilan parce que le temps passe et j'aimerais bien vous montrer quelques mémoires de confinement. Voilà. Alors, hop là. Donc, tac, tac. Voilà. Alors, on va commencer par le… Ah oui, c'est parce que j'ai renommé. Bon, c'est pas grave. Voilà. Alors, là, nous avons ici… Je crois Oui, qu'il faut il que faut tu mettre en plein écran. partages. Ah, pardon. Alors, partage d'écran, c'était celui-ci. Voilà. Voilà. Bien. Donc, alors ça, excusez-moi pour la définition. En fait, ça, c'est dans le journal de confinement de l'enseignant dont je vous ai parlé. Il a demandé à ses élèves de faire un petit montage pour montrer leur espace de confinement. Voilà. Et donc, eh bien, il y a des élèves qui ont recomposé un petit peu leur espace de vie, leur espace de confinement. Alors là, c'est évidemment une chambre de collégiens. Voilà. Alors, est-ce que si on fait ça… Non, ça ne marche pas. Alors, on va prendre un autre fichier. Tu voulais… On aurait dû les ouvrir tous. C'est le suivant. Oui, pas vraiment d'ordre. Voilà. Alors là, c'est un… Voilà. Alors là, c'est assez amusant. C'est un extrait toujours de ce journal de confinement de ce contributeur, donc qui est un enseignant. Et donc, pour la petite histoire, je pense que s'il a fait ce journal de confinement, c'est aussi parce que, par hasard, il était en Asie au moment où le virus a éclaté. Et au moment où il est rentré dans sa famille, dans les Vosges, eh bien, évidemment, tout le monde s'est un petit peu méfié de lui en disant « Ouh là là, mais il vient d'Asie, qu'est-ce qui va se passer ?» Et lui, il était un petit peu dépité puisque lui a été aux premières loges. Alors, lui était plutôt au Japon, mais enfin, au Japon, voilà, les Japonais étaient sensibilisés évidemment beaucoup plus que nous à ce moment-là, et les Japonais portaient des masques, etc. Lui, il a été le premier Vosgien sans doute à porter un masque, le premier non-médecin vosgien à porter un masque. Donc, lui a pris toutes les précautions. Il a même changé son billet de train de retour pour éviter la Chine. Voilà. Sauf qu'au moment où il atterrit dans les Vosges, évidemment, la hiérarchie lui tombe dessus en disant « Ouh là là, vous venez d'Asie, allez, 15 jours de confinement. » Donc, ça a été aussi le premier confiné vosgien. Voilà. Et donc, il a raconté son histoire de confinement jusqu'au mois de mai. Voilà. Et c'est vraiment un document très, très touchant. Voilà. Et puis, toujours extrait de ce journal de confinement. Un petit peu comme il l'a demandé à ses élèves, il a reconstitué son espace de confinement. Alors ici, il y a le plan de son appartement, mais en fait, il en a fait une carte mentale sous la forme d'un plan de métro. Voilà, alors il y a la ligne 3, les nuits, qui passe par la station chambre d'amis, la station bureau, la station WC, la station escalier, la station salle de bain, la station couloir.
il y a la ligne 1, entretien propreté, la ligne 4, soins de l'âme et du corps. Voilà. Donc, alors, il a en même temps communiqué sur Facebook, hein, puisque, bon, voilà, mais voilà, on a ici ces créations originales de confinement. Voilà. Et alors, c'est un témoignage qui est vraiment très touchant parce qu'il parle vraiment de son intimité, il parle de ses amis. Ah oui, et puis, oui, alors ça, c'est un petit clin d'œil, excusez-moi. Il reproduit aussi quelques articles de la presse locale. Et pour vous montrer un petit peu l'ampleur, alors c'est vrai qu'aujourd'hui, ça prête à rire, mais dans les circonstances, c'est quelque chose de dramatique parce qu'on se pose vraiment, voilà, ça donne des accents un peu millénaristes, quoi. Quelqu'un qui se met tout nu et qui se réfugie sur son toit, qui veut plus descendre, voilà, ça pose question. Voilà. Et voilà, donc ça, évidemment, il l'a mentionné dans son journal. Et puis, voilà, on va passer à la vidéo. Voilà, et puis ça, c'est le 1er mai. Voilà, il raconte un petit peu comment il a passé son 1er mai dans les Vosges. Alors, évidemment, le choix du 1er mai n'est pas innocent hein, de sa part. Pour lui, ça veut dire quelque chose. Hein. C'est un enseignant qui fait partie aussi d'un syndicat. Voilà, et il raconte un petit peu ce triste 1er mai qui d'habitude est beaucoup plus festif. Voilà. Et puis, on va maintenant passer une vidéo qui a été tournée dans une maison de retraite, voilà, tournée par une équipe de soignantes. Et donc, cette vidéo n'a pas été tournée à notre demande. Hein, elle nous a simplement été transmise et ça montre un petit peu le regard des soignants pour ce qu'elles ont pu faire pour donner une image positive en ces temps si dramatiques.
Voilà. Super. Bien. J'avais encore quelques exemples, mais je vois que le temps a tourné et je préfère vous laisser le temps pour des questions. En vous remerciant de votre attention. Eh bien, merci beaucoup. Donc, y a-t-il des questions? Et ceci est valable aussi pour les gens en ligne. Y a-t-il des questions? Donc, très clairement, on voit qu'il y a une réaction qui est quasiment instantanée à l'événement qui se passe. J'ai eu à peu près le même genre de réaction à quelques jours de différence. Aujourd'hui, les autres archives ont suivi, enfin, tu dirais que les autres archives ont suivi ton premier tweet, ou il y a eu des expériences comme ça au niveau des conservateurs des archives de manière spontanée, non connectée? Alors, un peu les deux. C'est-à-dire que les archives municipales de Beaune et nous, on a été les premiers en date, c'est sûr. Et puis ensuite, l'idée était quand même présente chez d'autres collègues, hein, c'est sûr. Alors, pas mal de services d'archives ont mis en place des choses, mais sous des formes très différentes. C'est-à-dire que certains ont anticipé un petit peu les difficultés que nous aurions eues, nous, et c'est un peu notre erreur, à faire signer les contrats de dépôt, voilà, puisque c'est ça notre gros problème, c'est que les gens ne répondent pas quand on leur demande de signer des contrats. Voilà, et donc ils ont demandé aux gens plutôt de participer, d'écrire sur un site internet ou d'écrire sur le site internet des archives, et voilà. Du coup, alors c'est à la fois beaucoup plus sûr en matière de droit, mais peut-être que les gens communiquent moins parce qu'ils n'ont pas l'assurance que ce sera conservé, etc. Voilà, il y a ce lien en moins peut-être. Et puis, alors en fait, chaque service d'archives a eu un petit peu sa propre méthode, qui sont encore une fois complémentaires. J'ai par exemple, dans un département voisin, l'Aube, eux, ils ont lancé une collecte de témoignages oraux, c'est-à-dire qu'ils ont demandé aux gens de se porter candidat pour être interviewés par un professionnel de l'audiovisuel qui leur a posé des questions à partir d'une grille, hein, mais les gens finalement pouvaient aussi raconter ce qu'ils voulaient. Et là, on a des témoignages tout aussi intimes, mais sans doute plus approfondis, plus informatifs que les nôtres, qui sont souvent un peu du premier jet, avec les avantages et les défauts que ça a. Voilà. Donc, je dirais que tout ça forme un ensemble très complémentaire. Donc, à la fois, on a été les premiers, mais en même temps, chaque collègue a apporté sa pierre à l'édifice et sa manière originale de voir les choses. Est-ce que d'un point de vue méthodologique, tu as dû changer quelque chose ou inventer quelque chose et comment as-tu procédé? Alors oui, c'est la première fois que… Alors déjà, j'ai fait ça quasiment tout seul, c'est-à-dire que j'ai demandé conseil aux collègues sur le côté réglementaire, hein, pour les contrats, voilà. Mais sinon, en fait, la secrétaire qui recevait les messages me les envoyait à la queue leu-leu et puis moi, je faisais le suivi. Alors, c'est rare que je fasse de la collecte comme ça en tant que directeur. Voilà, d'habitude, c'est les collègues qui font ça et ça, moi, j'ai voulu le faire. Alors, pourquoi? Parce qu'il n'y en avait pas beaucoup, donc c'était tenable. Parce que d'une part, d'autre part, il y avait une pression médiatique. Les journalistes avaient besoin de quelqu'un qui connaisse tout, donc voilà, c'était plus pratique. Et puis, bah, comme ça, comme dit aussi, enfin voilà, j'ai pas de honte à dire que c'est quelque chose qui m'intéressait beaucoup. Ça m'a vraiment fait plaisir quand j'ai vu l'engouement. Et donc, bah, j'ai gardé ça pour moi en me disant que voilà. Alors, j'ai partagé aux collègues, hein, je leur ai expliqué ce qui se passait, etc. Mais tout a été géré par moi ou quasiment, ce qui en soi est une nouveauté. Célestin, allez-y. Oui, bonjour. C'est extraordinairement passionnant ce que vous venez de faire. J'ai trouvé ça extraordinaire parce que, à mon tout petit niveau, je suis médecin, praticien hospitalier au CHU Bichat, et j'étais en Afrique quand le Covid a commencé. Ah, on vous entend. Célestin, on a entendu jusqu'à attentivement les annonces. On vous a entendu. Là, vous m'entendez mieux? Ouais, oui, là, ça va mieux là. Oui, je suis dans une zone un peu à faible. Donc, j'étais en Afrique quand effectivement le Covid a été annoncé.
Et dans un petit village au nord du Bénin, où je faisais un travail de recueil de données, j'ai voulu assister à ce séminaire justement parce que dans ce petit village, il y avait des griots à qui je demandais en ce moment-là de bien faire attention à noter les événements qui vont suivre dans le temps. Et puisque les griots en Afrique sont un peu les archéologues du savoir, les archéologues de la mémoire collective. Et donc de bien suivre ce qui va se passer, puisqu'ils auront à raconter, ils auront à dire les histoires particulières. Et ce qui est intéressant dans vos contrats que vous mettez en évidence, c'est qu'il y a des familles qui peuvent louer des griots pour porter leur histoire. Donc il y a une contractualisation du patrimoine historique oral, du savoir, qui peut être diffusé après dans les fêtes villageoises, dans les moments de rassemblement, telle ou telle archéologie, telle ou telle connaissance. Et donc, j'ai trouvé ça extrêmement intéressant, votre démarche de contractualiser, même si c'est une démarche qui est finalement un peu, je dirais, organisée. Alors que dans le côté africain, il y a une sorte de spontanéité selon les événements, selon les circonstances, pour finalement faire les choses. Et ce qui m'a aussi intéressé finalement dans ce que vous venez de dire, c'est qu'en tant que médecin, par rapport aux Vosgiens, à mes collègues Vosgiens, qui ont eu à subir cette pandémie, c'est que nous avons tous collectivement eu une pensée en nous disant comment est-ce qu'en tant que médecin, nous allons pouvoir conserver cette forme de mémoire initiale de l'événement, et nous avons, en fonction des changements de protocole dans un service, j'ai essayé de rassembler en fonction des dates les protocoles qui ont été mis en place pour l'organisation du service, pour le traitement des patients, une sorte d'archive thérapeutique en fonction du moment et de l'avancée des connaissances. Et donc, en fonction de ce que vous venez de me dire, je me trouve un peu conforté, mais en même temps un peu démuni parce que ce que vous faites à une grande échelle territoriale, on l'a fait à un niveau d'un service, même pas d'un hôpital, et les méthodes que vous utilisez me seraient extrêmement utiles pour organiser, thésauriser toutes ces connaissances aussi bien orales, qui vont arriver plus tard forcément, et écrites scripturales qui sont déjà mises en œuvre à l'hôpital Bichat. Donc, je suis heureux, extrêmement heureux de ce séminaire, de votre intervention, parce qu'elle me donne des perspectives différentes par rapport à tout ce qu'on peut en faire. Je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Et si je peux vous être utile en quoi que ce soit, Yves vous donnera mes coordonnées. On correspondra avec grand plaisir. Et Célestin, j'ajoute que le Covid-19 Museum, à travers moi, a fait appel aux médecins pour obtenir justement la mémoire des services qui ont été réorganisés. Donc, ce dont vous parlez est bienvenu. Ça a une valeur pour le futur énorme. Savoir comment il faut réagir, ça aurait été utile il y a un an. Et la mémoire orale africaine, si on arrive à la conserver à travers des enregistrements, ce sera aussi quelque chose qu'il faudra déposer absolument, en tout cas pas déposer forcément physiquement, mais connecter au Covid-19 Museum. Écoutez, je m'en ferai le plaisir et l'obligation morale et intellectuelle. C'est très bien. Y a-t-il d'autres questions? J'ai une question. Oui. Allez-y, Jacques. Et donc, moi, je m'intéresse plutôt à l'aspect des épidémies, puisque nous sommes déjà avec un spécialiste et des archives. Est-ce qu'il y a dans les archives des Vosges, ou alors à votre connaissance, des archives épidémiques existantes, sur des épidémies passées? Ah oui, bien sûr, oui. On a, à travers les archives des hôpitaux, on a, et puis la presse, évidemment, et puis les rapports des préfets, les rapports des maires, à travers l'état civil notamment, et puis ce n'est pas les seules sources. On peut retracer l'histoire de toutes les épidémies qui sont arrivées sur le territoire, à peu près à partir de 1600-1700.
Avant 1600, c'est peut-être plus lacunaire, mais à partir de 1600, on peut très très bien documenter et on a souvent des médecins, des pharmaciens qui viennent travailler chez nous et qui, grâce à nos archives, arrivent à faire l'histoire des grandes pandémies qui ont traversé le territoire. Donc, merci pour cette réponse. Et moi, je ne suis pas spécialiste social, je suis plutôt dans l'économie et donc dans l'entrepreneuriat en particulier. Néanmoins, je m'intéresse, peut-être une autre personne ou vous dans ce séminaire peut répondre. Est-ce qu'il existe une étude comparée avant Covid entre ces épidémies-là? Est-ce qu'il y a eu des études comparées sur les influences épidémiques sociales ou alors au niveau des sciences en général Alors, vous voulez dire entre plusieurs épidémies ou entre Oui. plusieurs territoires? Dans tous les sens. Est-ce qu'il y a par rapport au territoire, par rapport aux épidémies, par rapport à l'influence, à l'impact que les épidémies ont eu? Parce qu'en fait, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est exactement ça, essayer de créer une historique, un storyline du Covid. Et on va probablement, les chercheurs vont probablement vouloir le mettre en relation ou alors en comparaison avec les épidémies passées. Est-ce que avant la période du Covid, il y a déjà eu un attempt, donc je ne sais pas comment on les dit en français. Une tentative. Ouais, une tentative, exactement, une tentative d'effectuer ce type de recherche. Voilà. Enfin, il y a des histoires de la médecine, mais vous êtes plus qualifié que moi. Pour vous répondre, on aura une séance histoire qui va arriver prochainement, dans lequel nous aurons des historiens qui viendront nous parler des traces épidémiques et des interprétations, des analyses qu'on peut faire sur ces traces des épidémies de l'histoire, en remontant jusqu'aux grandes pestes, etc. Super. Donc, ça vient. Merci. Merci. Voilà. Y a-t-il d'autres questions? Eh bien, François, on va te remercier beaucoup. Franchement, merci d'être venu. Je sais que ton train est dans… Je ne vais pas trop tarder. Pas trop tarder. Donc, il est maintenant 25. Bon, vous voyez qu'on est, comme d'habitude, en train de déborder. En même temps, c'est passionnant, donc laissons-nous faire. Je vous propose qu'on se retrouve dans une grosse dizaine de minutes, et on va dire dans 13 minutes. Alors, moi, à ma montre, il est 26, et donc on va se retrouver à 40. Voilà. À tout à l'heure.